Merci Kaina, merci à mes amis de l'ACDA. L'ACDA que je suis depuis son démarrage, qui est véritablement, qui s'impose aujourd'hui comme un espace de réflexion et de libre débat, et je suis très honoré de participer à ce travail. Mon intervention vise à éclairer un certain nombre de questions économiques et sociales après celle de mon ami Mohamed Harbi la semaine dernière qui traitait du système politique. Moi, je vais traiter plutôt des questions économiques. Je tiens d'abord à avertir les âmes inquiètes parce que ce que je vais dire là n'est pas très réjouissant. Sur le plan économique et social, le présent est particulièrement sombre et l'avenir risque d'être particulièrement catastrophique. Il y a une petite histoire que vous devez connaître qui est assez illustrative un peu du risque dans lequel peut aller l'Algérie. C'est l'histoire d'une petite île du Pacifique. Nauru. C'est une île perdue, elle fait à peine une dizaine de milliers d'habitants, qui vivait pendant plusieurs décennies une relative prospérité parce que les habitants vivaient du fruit de la terre, de la pêche, bref. Et puis à un moment donné, ils ont découvert le phosphate. Et ils se sont mis à exploiter le phosphate. Ça a duré une trentaine d'années, dans lesquelles effectivement Nauru est devenu une sorte de paradis artificiel, puisque grâce aux recettes qui ont été dégagées par la production et l'exportation de phosphate, c'est devenu véritablement un Eldorado, avec beaucoup de guillemets, et qui, lorsque ces réserves de phosphate sont arrivées à leur extinction, et bien on est retombé dans une situation absolument catastrophique. C'est vraiment révélateur de la mauvaise utilisation qu'on peut avoir d'un certain nombre de ressources naturelles. Je ne dis pas que l'Algérie risque de devenir un Nauru un jour, mais on peut quand même se poser la question, et puis les éléments que je vais donner devraient donner plutôt à réfléchir qu'à effectivement à rejeter et à jouer le déni. Donc, loin de moi l'idée de noircir un tableau qui est déjà suffisamment noirci, même si certains le trouvent plutôt coloré, voire même satisfaisant. Je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité, moi je la suis de façon régulière. Lorsque vous regardez un peu, notamment du côté du pouvoir algérien aujourd'hui, quand il parle des réalisations du président candidat, c'est une véritable... On se dit, mais on vit dans un autre monde, c'est pas possible qu'il parle de cette façon-là. Et pour un peu dire la noirceur de ce tableau, pour aller loin, je vais vous citer un économiste reconnu, algérien, reconnu. Alors, il se trouve que c'est en même temps un ancien ministre de Bouteflika, son principal conseiller, et semble-t-il, il continue encore à être son conseiller. J'ai nommé le professeur Benachou. Il a tenu une conférence au mois de mars dernier, là, hier, devant les étudiants de sciences économiques de Annaba, où il est venu en même temps, à vrai dire, vendre la candidature de son président. Et au détour de sa conférence, les journaux ont repris cette phrase. Il dit que ceux qui crient sur les toits que tout va bien, Madame la Marquise, moi je dis non, Madame la Marquise, rien ne va. On se dit, mais alors, dans ces conditions, si rien ne va, pourquoi il est là pour dire il faut continuer encore dans la... Donc moi je vais commencer d'abord pour, après avoir cette petite introduction, je vais commencer d'abord par dire mon désaccord profond avec
une phrase que vous avez sûrement lue ou entendue, et qui n'est pas un poncif, qui n'est pas que médiatique d'ailleurs. Vous reconnaîtrez facilement, l'Algérie est un pays riche et le peuple, un peuple pauvre. Je suis en désaccord profond avec cette proposition et je vais vous dire pourquoi. Sur la première partie, quand on dit que l'Algérie est un pays riche, je dis que non. L'Algérie n'est pas un pays riche. La richesse supposée de l'Algérie est un mirage, un leurre trompeur, mystificateur même. C'est ce que je vais essayer de démontrer dans la première partie de cette conférence. La deuxième proposition est tout aussi critiquable, en ce sens que tous les Algériens ne sont pas pauvres. Je préfère parler, pour ma part, d'inégalité au sens large, qui englobe et qui dépasse les inégalités de revenus. Ce sera l'objet de ma deuxième partie. Alors, dernier point dans cette introduction, les informations tant factuelles que statistiques que je vais vous présenter sont disponibles et accessibles à tout le monde. En ce sens que les chiffres que je vais vous donner, je ne les ai pas tirés d'une quelconque revue, d'un mouvement qui cherche à faire la révolution en Algérie ou qui cherche à... C'est tiré des documents officiels. C'est-à-dire que l'Office national des statistiques, vous pouvez trouver des statistiques. Vous pouvez trouver des statistiques au niveau des ministères des Finances, au niveau de la Banque d'Algérie. Et en fait, à vrai dire, c'est à partir des mêmes données, mais on peut avoir un décryptage différent, c'est ce que je vais essayer de faire. Alors, d'abord, commençons par les questions économiques, j'aborderai les questions sociales plus tard. Comment se présente l'économie aujourd'hui en Algérie? On va commencer d'abord par planter le décor. Le décor, c'est le suivant. Comme vous le savez, sur les dernières années, donc un peu depuis l'arrivée de Bouteflika, je ne vais pas remonter à l'indépendance, bien que, évidemment, il sera important d'y revenir lors des questions. Et donc, depuis les années 2000, l'Algérie a disposé de ressources financières considérables suite au renchérissement des prix des hydrocarbures. Qu'a fait l'État de cette manne d'origine rentière? Au sens, je dirais, quelles ont été les réalisations? D'abord, sur le plan financier, l'État a apuré la dette extérieure qui se réduit et qui aujourd'hui représente autour de 2% du PIB, chose absolument, une dette dérisoire. L'État dispose aussi de réserves de change, qui ne veut pas dire de l'argent disponible, je pourrais répondre aux questions si vous l'estimez, est estimé à 150 milliards d'euros, or non compris, l'or n'est pas compris dans ce chiffre-là, à fin 2013. Un chiffre qui couvre, en fait, des réserves qui couvrent à peu près 3 ans d'importation. Ensuite, un fonds de régulation des recettes de plus de 50 milliards d'euros à fin 2011. Le fonds de régulation de recettes sert à compenser le déficit budgétaire. N'oublions pas, en 2012, d'ailleurs, un ministre s'était félicité de cette initiative, l'Algérie a consenti au FMI un prêt de 5 milliards de dollars et qui a fait dire à un des ministres de Bouteflika, Tamar, proche conseiller aussi, ancien prof d'économie d'ailleurs à Alger, la politique économique de l'Algérie a été un pur succès.
puisqu'elle est devenue un net prêteur dans les années 2000, après avoir été, dans les années 90, un pays emprunté. De son point de vue, et effectivement. Alors voilà sur la question financière. Sur les réalisations concrètes maintenant. L'État a engagé 3 programmes dits de développement, dont le dernier en date, 2010-2014, est évalué à 220 milliards d'euros. Il est vrai que l'Algérie est devenue, ça ressemble d'ailleurs pas mal aux années 70, un immense chantier d'infrastructures diverses. Des routes, rocades, autoroutes, des transports, métro, tramway, ferroviaire, logements, hydraulique, dessalement, énergie, gaz, électrification, bref, un immense chantier des infrastructures de partout. On s'est même permis, l'État s'est même permis, semble-t-il, c'est le président lui-même qui a insisté, qui a inscrit la construction d'une mosquée à Alger, sans doute pour faire concurrence au défunt H2 du Maroc, une mosquée qui devrait dépasser en importance la mosquée Hassan II de Casablanca. Mais cette mosquée, on a confié sa construction à une entreprise chinoise. Laquelle entreprise chinoise emploie 10 000 ouvriers sur les 17 000 qui travaillent sur le chantier, avec un budget pharaonique. On parle de 1 milliard d'euros. En réalité, personne n'a le chiffre exact. Le chiffre, ça c'est celui qui est donné dans la presse, mais en réalité, on ne sait pas trop combien ça va coûter. L'Algérie s'est même permis de soutenir, j'insiste sur le mot, l'automobile, l'industrie automobile mondiale et tout particulièrement française. Par exemple, en 2012, et sur les 9 premiers mois de l'année 2012, l'Algérie a importé 418 665 véhicules contre 298 816 en 2011, soit une hausse de 40%. Pourquoi j'ai dit soutenir l'industrie automobile? Parce que, comme vous le savez, s'il y a une industrie qui est particulièrement en crise en France, comme dans le monde d'une façon générale, mais en France tout particulièrement, c'est bien l'industrie automobile. Or voilà une commande de 400 000 véhicules à peu près. Je passe sur la pollution, je passe sur les tracas en matière... bon, je passe sur tout ça. Juste, je rappelle que ces véhicules ont rapporté à cette industrie automobile 4 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'on a importé pour 4 milliards d'euros de véhicules. Juste une chose, c'est que cette hausse des achats en 2012, en réalité, elle est venue à la suite de la hausse des augmentations des traitements et salaires et des rappels rétroactifs sur un certain nombre de traitements, et malgré la suppression du crédit automobile. J'ai eu des anecdotes, j'ai des gens que je connais qui me disaient qu'ils ont reçu un pactole, ils ne savaient plus quoi en faire. Ils ont acheté des voitures. Et parfois, dans une famille, on pouvait avoir, non pas une, mais parfois 2, 3 voitures achetées. Tout le monde ne va pas acheter, bien sûr, mais je viendrai sur la situation sociale plus tard. Voilà un peu le décor. Le chantier, beaucoup d'argent, des importations à n'en plus finir. Et l'arrière-cour. Qu'est-ce qui se passe derrière ce rideau de fumée? Premier élément, l'absence totale de vision dans ces programmes. Aucune stratégie lisible.
si on fait la comparaison entre les efforts consentis dans les années 70, où il y avait un véritable projet de développement, discutable, mais il y en avait un. On parlait d'industrialiser l'Algérie, là il n'y a absolument rien. Absolument rien. Et donc, des programmes qui font l'essentiel. Si vous allez sur le site du président candidat, son projet, c'est la liste de tous les chantiers qui sont en cours, qui sont finis. D'ailleurs, ces porte-parole, ils disent, mais en fait, notre projet, c'est notre bilan. Sous-entendu, ce qu'on a réalisé en route, autoroute, et ainsi de suite. Il se trouve que tous ces projets, tous ces programmes, plus exactement, n'obéissent à aucune logique économique. Ne cherchez surtout pas, dans ces programmes d'infrastructure, une quelconque démarche à la Keynes. Keynes, ce fameux économiste anglais, est probablement l'un des plus grands penseurs de l'économie du XXe siècle, avait développé un modèle de relance de la croissance par la politique des grands travaux. Il disait qu'il n'y a pas, pour l'Europe à l'époque, il n'y a pas de solution autre que l'État qui engage une politique des grands travaux et que cette politique des grands travaux allait véritablement permettre une relance de la croissance économique et donc de l'emploi, puisque c'était l'un des sujets les plus inquiétants des années 30. Je trouve que dans le cas algérien, ces programmes-là n'ont pas mobilisé. On se demande d'ailleurs s'ils ont cherché à les mobiliser. Les quelques capacités nationales en matière d'ingénierie et de réalisation. Les quelques capacités qui existent ont été littéralement marginalisées et on a fait appel à des entreprises plutôt étrangères. De même d'ailleurs qu'un programme d'infrastructure aussi imposant que celui dont je viens de parler ne peut être qu'un moyen seulement au service du développement. Il ne peut pas se substituer au développement. Et plus encore, ce que l'on peut dire, c'est que les chantiers ont évidemment permis la mobilisation d'une partie de la main-d'œuvre. Mais que va devenir cette main-d'œuvre lorsque les chantiers seront terminés? Qu'est-ce qu'ils vont faire, les gens? Où c'est qu'ils vont travailler? Qu'est-ce qu'on a préparé justement pour pas grand-chose? Alors, une première idée que je voudrais partager avec vous, mais qu'on pourra reprendre à la discussion, est-ce qu'on ne peut pas dire que tous ces programmes, tous ces chantiers, est-ce que ce n'est pas une façon, en réalité, d'alimenter les différents réseaux de clientèle liés au pouvoir dans la préoccupation essentielle est de s'accaparer d'une partie de la rente. Voilà une question que l'on pourrait effectivement discuter, si vous le souhaitez, plus tard. C'est ce qui explique d'ailleurs bien avec le fait que tous ces programmes, en fait, se caractérisent par la gabegie et le gaspillage. Des retards dans les réalisations qui engendrent des surcoûts. Par exemple, l'autoroute Est-Ouest, qui n'est pas encore achevée, a vu son coût initial multiplié par 2, passant de 5 milliards à 9,5 milliards d'euros. Et ce n'est pas fini. Donc, pratiquement un doublement. De même, en parlant de gabegie, de gaspillage, les malfaçons sont aujourd'hui dans la presse. Selon, trouver un article où il est cité le Collège national des architectes, il dit que la plupart des édifices fonctionnels aujourd'hui en Algérie, des zones d'habitation,
ne possède ni acte de propriété, ni permis de construire, ni certificat de conformité. Autre élément que l'on peut ajouter par rapport à tous ces programmes, c'est évidemment la corruption. Puisque l'opacité est la règle, aussi bien sur les choix effectués que sur les partenaires extérieurs qui ont été sollicités. Une situation évidemment propice à la corruption, qui fait des ravages en termes de dilapidation des ressources nationales, comme jamais l'Algérie n'a connu auparavant. Des affaires de corruption qui sont révélées aujourd'hui dans la presse, bien évidemment ne pas tomber dans le panneau et de comprendre que dans ces révélations il y a beaucoup de règlements de compte, mais ça donne des informations, même si c'est des règlements de compte. Quand on nous dit que Cheikh Ebrlil, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a détourné, lui et toute sa cour et son entourage, et ainsi de suite. Sûrement, ça fait partie des règlements de compte à l'intérieur du pouvoir. Mais en même temps, les Algériens sont atterrés par, évidemment, ce type d'information. Donc, dans les différents programmes, autoroutes, barrages, tramways, dans lesquels sont impliqués de hauts responsables de l'État, avec des entreprises et des réseaux, bien évidemment, étrangers, puisqu'on fait appel à des étrangers pour construire. Alors, les réseaux étrangers, évidemment, de partout. Chinois, espagnols, italiens, français. Tous ceux qui, effectivement, ont pu avoir des contrats avec l'Algérie. Alors, j'en viens maintenant, voilà un peu les faits que vous pouvez observer. Maintenant, quelle est l'organisation économique que l'État a mis en place et qu'il a développée depuis l'indépendance? D'une certaine façon, Gaïna l'a rappelé tout à l'heure dans son introduction, est-ce qu'on peut dire que l'Algérie a développé une économie comme activité sociale qui répond aux besoins de la population? Quel est le poids de la rente? Parce que vous avez noté que tout cet argent, il a une seule origine, une seule source, c'est le pétrole et le gaz. Donc alors, quel est le poids de la rente dans l'organisation économique et sociale? Force est de constater que l'Algérie n'est pas sortie de la spécialisation et de la dépendance à l'égard des ressources hydrocarbures. Je rappelle seulement que cette spécialisation ne date pas de Bouteflika. Elle ne date pas de Chedli, elle ne date pas de Boumediene. En fait, cette spécialisation de l'Algérie, elle date de la colonisation. Elle date de la colonisation, pourquoi? Parce qu'en fait, vers la fin des années 50, avec la découverte du gisement de Hassim Saoud, l'État colonial va, à travers un code qu'on appelle le Code pétrolier saharien, qui va être confirmé par les accords d'Évian de mars 62, va engager l'Algérie dans une nouvelle spécialisation. Sa spécialisation originale était dans les produits primaires, essentiellement l'agriculture, mais aussi les mines. Et puis, à partir du milieu des années 50, une spécialisation dans la production et l'exportation des hydrocarbures. Il se trouve que toutes les stratégies, toutes, sans exception, de développement initiées par les gouvernements algériens, y compris les gouvernements réformateurs, j'entends par là le gouvernement de Hamroch, je vous dirais qu'il n'a pas duré très longtemps, et les programmes d'ajustement structurel dictés par le FMI au milieu des années 90 n'ont fait que renforcer cette tendance. Je rappelle juste à titre d'information que le FMI,
position du FMI on a l'impression qu'il a évolué. Elle a évolué. Puisque, quand on lit dans la presse, Christine Lagarde est partie en Algérie il n'y a pas très longtemps, elle s'inquiétait du fait de la spécialisation de la dépendance vis-à-vis des hydrocarbures. Ça ne l'a pas empêché de dire qu'il faudrait que l'État revienne sur la suppression du crédit à la consommation. Sous-entendu, il faut permettre le crédit à la consommation pour que les Algériens puissent véritablement consommer. Comme tout ce qui est consommé vient de l'étranger, vous comprenez un peu les contradictions dans lesquelles vous me direz que Mme Lagarde n'en est pas une contradiction près, mais en réalité, ce n'est pas une contradiction. Parce que le FMI défend des intérêts, tout simplement. Donc ça n'est pas une contradiction. De même que sur cette spécialisation et cette dépendance vis-à-vis des hydrocarbures, même le patronat algérien, à travers une organisation patronale, le FCE, Forum des entreprises, a organisé un symposium fin 2012 avec comme slogan, c'était dans la presse, la rente a tué l'économie. Alors, quelques éléments chiffrés sur la production, les exportations et le budget de l'État en lien avec la rente. La part des hydrocarbures, pétrole et gaz, dans le PIB algérien représente à peu près la moitié. Bon an, mal an. Autour de 50%. Alors, c'est arrivé à 47% parfois, 51%, mais disons une moyenne autour de 50%. Il était d'à peine 30% au milieu des années 90. Donc vous avez à peu près la moitié de la production, c'est du pétrole et du gaz. Ensuite, les exportations. Les exportations, aucun pays ne connaît une polarisation aussi forte que celle de l'Algérie. 98%. Et que je dis aucun pays au monde, je vais vous donner deux exemples. Et vous allez dire non, c'est pas vrai. Le Venezuela, qui connaît d'ailleurs des problèmes assez importants en ce moment. Le Venezuela, 10e producteur mondial, 5e réserve. Ses exportations d'hydrocarbures culminent à 85%. Autre pays, alors là, celui-là, encore mieux ou encore pire, j'en sais rien, mais enfin, l'Arabie Saoudite, comme vous le savez, premier producteur mondial, première réserve mondiale de pétrole. Vous savez à combien l'Arabie Saoudite? 88% de ses exportations d'hydrocarbures. Ça veut dire que l'Algérie, 10 points de plus. Vous me direz que l'Arabie Saoudite, à la différence de l'Algérie, il a une rente éternelle qui pourra peut-être faire vivre les Saoudiens. C'est évidemment la Mecque. C'est-à-dire que même si un jour, peut-être qu'ils ne pourront plus avoir de pétrole, ils auront toujours cette rente éternelle tant qu'il y aura encore des gens qui vont alimenter le budget des princes. Troisième élément, troisième chiffre, la fiscalité. Elle atteint 51% en 2010, donc à peu près la moitié. Un pic de 78% en 2006, avec le renchérissement des prix du pétrole. Et vous savez combien ça tournait autour des années 60? La fiscalité pétrolière représentait 12%. 12%, on est passé à peu près 50%. Alors, quel est l'impact de cette situation sur le reste de l'économie, donc de ce poids des hydrocarbures sur le reste de l'économie? L'industrie des hydrocarbures elle-même agit comme une enclave, en réalité.
son rôle sur le reste de l'économie est limité. Les biens d'équipement du secteur sont importés et l'emploi qui est créé culmine à 2% au vu des investissements qui sont mobilisés. Autre élément, c'est que comme cette ressource est contrôlée et gérée par l'État, ce dernier a fait un choix, celui de favoriser une économie basée sur la redistribution plutôt qu'une économie productive avec évidemment toutes ses exigences et contradictions. Donc on a là un État dont la fonction économique essentielle est de redistribuer cette rente, qui va prendre diverses formes, selon les secteurs et agents. Des investissements, des marchés publics, de l'emploi, des salaires, des subventions aux entreprises et aux ménages. Même le secteur privé n'est pas en reste, lui qui profite de sa position en aval dans le secteur du commerce et des services pour s'approprier une partie des revenus qui sont distribués par l'État, comme le reconnaît un patron que je vais vous citer. Un patron connu sur la place d'Alger. Nous sommes tous responsables. J'ose dire, nous sommes tous devenus des rentiers. Je dois parler pour lui. Tout au moins, nous avons accepté la logique de la rente. C'est cette logique de la rente qui nous procure le confort matériel et intellectuel. Cette démarche aboutit fatalement à une fuite en avant de la part de l'État, sans préparation de l'avenir, bien au contraire. Tout donne à penser, en réalité, que l'imaginaire et les pratiques du pouvoir sont déterminés par le présent, par l'instant. Celui-ci se soucie très peu du futur et encore moins des générations à venir. Pourquoi je dis cela? Parce qu'à l'évidence, il y a une dilapidation délibérée des ressources de la nation. Je rappelle tout simplement que l'Algérie dispose d'à peine 1% des réserves mondiales en pétrole, d'une durée de vie estimée au vu des conditions techniques d'exploitation, 17 ans. 17 ans encore. 2,4% des réserves en gaz pour encore 52 ans. En clair, sans de nouvelles découvertes et d'une amélioration des techniques de récupération, l'Algérie serait vidée, je dis ça au conditionnel, serait vidée de son pétrole à échéance 2030 et de son gaz à échéance 2060. Or, l'Algérie qui a connu son, comme disent les spécialistes, son peak oil, son pic pétrolier en 2006, connaît une déplétion, donc une chute de la production, une baisse des exploitations, et qui va probablement se répercuter sur ses ressources d'hydrocarbures. C'est un véritable scénario catastrophe qui s'annonce. D'ailleurs, aujourd'hui, plus aucun économiste, expert et autres, n'ose dire le contraire. Vous voyez la presse aujourd'hui, alors bien évidemment, ça fait partie de la campagne, bien évidemment, il n'y a absolument aucun doute. Mais tout le monde dit, tiens, le dernier rapport, très bien fait d'ailleurs, vraiment sur le plan aussi bien de la forme que sur le fond, bien que les présupposés idéologiques et politiques, c'est pas ma tasse de thé, mais le groupe Nebni a fait un rapport très bien fait, vraiment qu'il faut lire. Et il dit c'est l'Algérie, c'est comme le Titanic qui navigue, qui va rentrer droit dans l'iceberg. En fait, on y va. Il n'y a pas absolument rien.
un article hier dans le Watan qui disait à peu près la même chose. Bref, donc en fait, tout le monde reconnaît effectivement, et les experts pétroliers le reconnaissent aujourd'hui, qu'il y a une catastrophe à venir. C'est probablement cette perspective qui pousse le pouvoir algérien. D'ailleurs, il a changé la loi sur les hydrocarbures il n'y a pas très longtemps et donné un feu vert à quoi? À l'exploitation du gaz de schiste, poussé par un certain nombre de firmes multinationales, dont des firmes multinationales françaises, qui, elles, évidemment, sont interdites d'exploitation en France, avec tous les risques environnementaux qui signalés par les différents experts, aussi bien nationaux qu'étrangers. Il y a eu un effrayant documentaire il y a quelques mois sur Arte concernant l'exploitation du gaz de schiste aux États-Unis. C'est absolument c'est effrayant, les effets sur la nature. L'avenir. Autre élément inquiétant, c'est le fait qu'il n'y a pas de secteurs qui viennent un peu suppléer. L'industrie notamment, par exemple. On note même une désindustrialisation de l'Algérie aujourd'hui. Rappelez-vous l'Algérie qui voulait apparaître comme un modèle dans les années 70. Aujourd'hui, voit la part de l'industrie dans le PIB, elle est passée de 11% en 90 à moins de 6% en 2011. Donc de moitié. Donc la part du secteur industriel, du secteur manufacturier, passe de 11% en 90 à 6% en 2011. Sur les mêmes périodes, voilà deux pays voisins, le Maroc et la Tunisie, leur secteur manufacturier se situe autour de 17%. Même un secteur comme la pétrochimie, dont le programme initié dans les années 70 a été arrêté, puis abandonné dans les années 80-90, ne peut plus être relancé aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les conditions d'exploitation de la pétrochimie ont complètement changé en 30 ans. Et qu'il est très très difficile de lancer une industrie pétrochimique aujourd'hui. Jamais les contraintes n'ont été aussi fortes qu'elles le sont aujourd'hui. Et puis, un autre élément très important, c'est que l'Algérie cumule des dépendances externes de toute nature. Je viens de dire, concernant le pétrole, je rappelle juste une chose, c'est que le prix du pétrole est la variable déterminante de la politique économique de l'État. Chaque année, le budget, le programme des importations, le volume des différentes subventions sont calculés en fonction du prix du pétrole. Les fluctuations, bien évidemment, lorsqu'elles sont à la baisse, peuvent provoquer de graves problèmes économiques. On en a connu un exemple. Contre-choc pétrolier du milieu des années 80, ça a été une véritable catastrophe. La stabilité sociopolitique dépend en fait, en réalité, moins des conditions internes, du rapport direct de l'État aux citoyens, que du lien avec le marché pétrolier mondial. De la capacité de l'État algérien, mais en réalité sa capacité, elle est très limitée, à négocier une part toujours plus importante de la rente. Et on aboutit à une situation particulièrement inattendue, d'un État qui a fait de l'indépendance nationale, du nationalisme intransigeant, une idéologie de combat, un modèle pour beaucoup de pays dans le monde, et qui devient fortement dépendant de l'extérieur. Dans tous les domaines. Alors, je ne vais pas citer tous les secteurs où, effectivement, se déploie cette dépendance. Par exemple, les chantiers d'infrastructure dont j'ai parlé tout à l'heure, de logement. Tous
confiés à des entreprises étrangères, asiatiques, turques, égyptiennes, et qui recrutent en plus une partie de leur main-d'œuvre dans leur pays d'origine. Mais je vais parler d'une dépendance qui me paraît être probablement encore plus grave que celle de toutes les autres. C'est sur la question agricole. Comme vous le savez, dans le cadre du marché mondial des produits agroalimentaires, les tensions sont problématiques. Et notamment, on sait que l'insécurité alimentaire, aujourd'hui, tous les experts le disent, est devenue, ces dernières années, le deuxième risque mondial après la crise financière. Cette tension, cette insécurité, sont dues à plusieurs facteurs. On en retiendra quelques-uns de ces facteurs, pardon. La nouvelle demande asiatique, bien sûr, en hausse considérable, sur tous les produits, y compris des produits où les Asiatiques n'étaient pas particulièrement friands. Une rigidité de l'offre des principaux producteurs exportateurs. Par exemple, l'Europe. L'Europe avec la PAC, qui fait preuve de malthusianisme et qui refuse véritablement de produire plus qu'il ne faut, puisque, en Europe, pour des raisons propres à l'organisation européenne, on limite les productions. Et puis vous avez, dans les principaux pays, notamment, un pays comme le Brésil, un redéploiement des terres qui, à l'origine, étaient des terres agricoles, donc de la bouffe, de l'alimentation, vers les biocarburants. Une hausse des prix des carburants qui a fatalement des conséquences en matière de coûts de production agricole. Tous ces éléments montrent que, en fait, la situation agroalimentaire au niveau mondial est particulièrement problématique. Et l'Algérie dans tout ça. Moi, je ne vais pas revenir sur les années 70, sur l'abandon ou alors la marginalisation du secteur agricole par la politique d'industrialisation de Boumedienne. Non, ça, on pourrait revenir, mais bon, c'est quasiment du passé. Il y a bien un affichage, d'ailleurs, dans les années 2000, d'une politique agricole qui va bénéficier de sommes absolument colossales, avec comme objectif modernisation du secteur pour augmenter les rendements, limiter la dépendance alimentaire, améliorer les conditions de vie et de revenus des ménages des ruraux. Il y a bien une hausse de la production locale. On peut le vérifier. Mais cette hausse a peu d'incidence sur les importations, notamment les importations de produits de base, céréales, lait, viande, fourrage, car le déficit dans ces produits en Algérie est abyssal. Et cette hausse, en fait, à vrai dire, elle est due principalement aux cultures maraîchères, à l'arboriculture fruitière, des cultures commerciales, à forte valeur commerciale, et qui ont accaparé les terres les plus fertiles et l'essentiel des moyens financiers et techniques engagés par l'État. Les rendements agricoles demeurent en Algérie parmi les plus faibles de la région méditerranéenne, avec des techniques similaires. N'allons pas très loin, comparons à la Tunisie et au Maroc. Le rendement de blé, quintaux par hectare, en moyenne, 6 quintaux à l'hectare en Algérie des années 70 jusqu'à la fin des années 90. Au Maroc, c'est ça passe de 10 à 15 quintaux hectare. Et en Tunisie, de 9 à 12. Donc en fait, la Tunisie, dans les années 90, un multiple de 2, le rendement, et le Maroc, un multiple de 2,5. Avec des techniques similaires, et j'ajoute, les mêmes conditions matérielles, en tout cas la terre est la même. Il y a une continuité géologique, géographique, géoclimatique exactement
pour tout le Maghreb. Pire encore, on assiste en Algérie à une véritable dilapidation des ressources foncières. Ainsi, la surface agricole utile ne cesse de régresser. Elle était 0,20 hectares par habitant en 2000, 0,19 en 2010 et on projette 0,17 en 2020. Pourquoi? Quelle est la raison? La raison, c'est le foncier immobilier. C'est le fait que les meilleures terres, aujourd'hui, par exemple, si vous prenez la région de l'Algérois, les meilleures terres sont de plus en plus accaparées par le foncier, par la construction immobilière. Alors, est-ce qu'il faut s'étonner que les importations en produits agroalimentaires représentent un quart des importations de l'Algérie? Et que ces importations, sur toutes ces années, représentent plus de 20%, alors que dans le même temps, les importations totales ont considérablement augmenté. Donc vous avez des importations qui ont beaucoup augmenté en valeur, et les importations en produits agroalimentaires qui restent autour de 20%. Ça veut dire, en fait, en valeur absolue, évidemment, les importations agricoles ont augmenté. En dehors des hydrocarbures, l'Algérie n'a exporté vers l'Union européenne, par exemple, que 73 millions d'euros dattes, liège, quelques produits de la mer et ainsi de suite. J'ai lu ça et ça m'a vraiment frappé. La chaîne logistique qui accompagne les exportations. La chaîne logistique n'est pas du tout algérienne. Vous savez que l'Algérie exporte ses dattes en vrac. Et que, aussi bien l'emballage que l'étiquetage est réalisé en France ou en Europe. C'est-à-dire que toute une chaîne de valeur qui est complètement out. Alors, là aussi, je vais vous citer, pour terminer sur cet aspect économique, toujours le même professeur Benachnou, mais là, c'était en 2005. En 2005, il devait être très proche, s'il n'était pas ministre, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, il était conseiller de Bouteflika. Il venait d'ailleurs de publier 2 livres qui sont passés inaperçus. J'ai pu avoir 2 livres, mais en réalité, ce sont des livres de propagande. En 2003 et 2004, les titres, ça vous donne une idée. Algérie, la modernisation maîtrisée. Deuxième titre, l'Algérie qui gagne. Qu'est-ce qu'il dit en 2005? On nous ment lorsqu'on nous dit que tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Nous sommes un pays sous-développé du même moment que nous dépendons des autres et des pays. Voilà pour le tableau économique. Je peux encore parler? Oui, bien sûr. Non, pas du tout. Non, pas de force. Non. Alors, j'en viens maintenant à la situation sociale. Je vais essayer d'être peut-être un peu plus rapide. Bien que la situation sociale... Alors, je m'interrogerai sur la persistance des inégalités et des injustices, dont je dis dans le titre, qui menacent gravement la cohésion sociale et la cohésion nationale. Que dire du mécontentement généralisé que tous les Algériens connaissent? Généralisé et permanent. N'est-ce pas le révélateur d'une situation sociale particulièrement dégradée? Alors, l'Algérie est en bouillonnement permanent, ça tout le monde le sait. Contestation depuis plus de 10 ans. Chaque jour, des jeunes, des moins jeunes, manifestent dans différentes agglomérations, désespoir.
revendications de travail, de logement, d'eau courante, ce qui atteste la dégradation de la situation économique et sociale et qui pousse les populations à sortir dans la rue. Ils vont crier leur colère sous forme